On a parfois l'impression que le théâtre est une discipline dénuée de tout artifice. On met des gens sur un plateau, s'ils ont un peu de chance, on leur ajoute de la lumière, des décors et des costumes, et voilà. Pourtant, depuis toujours, on a fait appel aux effets spéciaux, et ce, bien avant l'arrivée du cinéma, puisque, a priori, les premiers effets spéciaux datent de la Grèce antique, et croyez-moi, ils ont des trucs pas mal, et on va aller voir ça tout de suite. Il faut tout d'abord rappeler la définition des effets spéciaux afin de pouvoir la sortir du registre dont on a l'habitude, c'est-à-dire celui du registre cinématographique. On définit les effets spéciaux par l'utilisation de moyens techniques permettant la création d'effets spectaculaires ou fantastiques qui, justement, ne pourraient pas avoir lieu sans ces effets techniques. Au cinéma, la plupart des effets sont réalisés au moment des montages. On a l'habitude maintenant de voir des films où les acteurs jouent sur fond vert ou sur fond bleu, avec des partenaires totalement absents au moment du tournage, mais que nous, spectateurs, voyons dans le produit fini. En exemple un peu rapide mais clair pour tout le monde, on peut citer les dragons dans Game of Thrones, Benedict Cumberbatch quand il joue Smaug dans Le Hobbit, ou encore l'Odyssée de Pi. Au théâtre, bien évidemment, on ne peut pas faire intervenir les effets spéciaux en post-production, puisque comme c'est du spectacle vivant, on le regarde plus souvent en live qu'en différé. Il faut donc faire preuve d'une grande ingénierie technique pour pouvoir émerveiller le spectateur en lui montrant des choses fantastiques. Et ça, les Grecs l'avaient bien compris puisqu'ils sont les premiers, bon, de manière générale, les Grecs sont les premiers en tout dans l'histoire du théâtre, mais les premiers donc à avoir appliqué ce concept. Déjà, les Grecs partent avec une bonne base, puisqu'ils construisent des théâtres en plein air où la qualité du son est inversement proportionnelle à ce à quoi on s'attend. Pour autant, on n'entend pas forcément hyper bien les voix, mais de toute façon les voix c'est accessoire, c'est pas le plus important, donc ils vont bricoler des trucs. Ils développent donc différents outillages qui permettent de faire entendre du son. On est par exemple en mesure de faire intervenir le bruit du tonnerre. La machine qui le permet s'appelle le brontéion. Bon, vous excuserez ma prononciation grecque évidemment, mais donc ce fameux brontéion consiste en une sorte de baril rempli de pierres ou de galets qui, en tombant et en ricochant sur des plaques de métal, donne l'impression que c'est Zeus lui-même qui s'exprime. Cependant, le domaine où le plus de stratagèmes ont été utilisés n'est pas celui du son, mais celui de l'image. On installe par exemple des trappes sur scène qui permettent l'apparition ou la disparition de personnages ou d'éléments de décor. Des poutres reposant sur un socle qui peuvent s'élever ou s'abaisser permettent de faire entrer par le ciel des personnages, voire même des chars entiers équipés avec chevaux, cavaliers et tout ce qui s'ensuit. Cette technique a laissé des traces puisque c'est ce procédé que les Romains appelleront Deus ex machina et qui, lui, nous est parvenu. Pour des changements de décor extrêmement rapides, on peut utiliser plusieurs moyens. Le premier, c'est le périacte. Il s'agit d'une structure triangulaire qui compte donc 3 faces et dont chacune d'entre elles présente un panneau de décor. Il suffit donc de faire pivoter l'objet et pouf, un changement de décor instantané. Dans le même genre, Julius Pollux évoque un objet appelé le Keraounoskopéion qui permet de simuler l'orage et les éclairs. Ces faces sont peintes en noir mais comportent des éléments métalliques qui, en reflétant le soleil, imitent les éclairs. Bon, quand même, entre ça et le brontéion, on sent qu'ils aimaient bien les orages et qu'ils comptaient pas mal sur la météo. On aime donc bien la rapidité, mais on aime aussi l'efficacité. On a donc d'autres objets du même type, dont par exemple l'essiklème, qui est une structure montée sur roue et qui permet d'amener ou d'emporter des éléments de décor sur le plateau. On a également connaissance de l'existence d'un objet dont on n'est pas sûr de ce à quoi il ressemblait exactement, mais dont on sait qu'il s'appelait l'exostre. Sorte de plateau tournant en demi-cercle poussé depuis le fond du plateau, il permettait de montrer des choses au public tout en épargnant ses sentiments. Donc par exemple, on montre le corps de celui qui vient d'être tué et on ne montre pas le moment où il est en train de se faire tuer. Les Grecs, en authentiques précurseurs, se sont donc bien amusés, mais ils ont un rival de taille, les Romains. Pour vous parler des Romains, nous allons nous attarder un petit peu sur le Colisée, qui a été, et est toujours d'ailleurs,
un théâtre absolument monumental dans tous les sens du terme, et notamment celui des effets spéciaux. C'est également, soit dit en passant, un très bon exemple pour montrer la différence fondamentale dans l'architecture entre les théâtres grecs et les théâtres romains. Les théâtres romains ont de l'espace sous la scène, alors que les Grecs, eux, construisent à même le sol. On va commencer avec le plus fort. Des rumeurs circulent parfois sur l'amour des Romains pour les naumachie. Mais alors, que sont donc les naumachie ? Eh bien, il s'agit de la reconstitution dans des espaces spectaculaires tels que le Colisée de batailles navales. Soyons très clairs de suite, ce n'est pas un mythe, les Romains faisaient réellement ce genre de spectacle. Bon, évidemment, tout de même, ça coûte extrêmement cher, donc on fait pas ça tous les 2 jours. Mais on trouve quand même pas mal de traces. La première naumachie connue est donnée par Jules César en 46 avant Jésus-Christ dans un bassin creusé près du Tibre à cet effet. Quand le Colisée est construit, en 80 après Jésus-Christ, Titus y donne 2 naumachies. C'était donc bel et bien possible, et surtout, c'était donc bel et bien fait. Des conduites d'eau existent toujours, et attention, quand on fait une naumachie, on fait les choses bien. On démonte toute la structure du théâtre pour remplir l'ensemble d'eau, et on fait attention au sens du détail en mettant 1 ou 2 petites îles artificielles au milieu, on aime bien, c'est mignon. Bon, après quand même, ça demande beaucoup de manutention, donc ça ne va pas durer 1000 ans. Un peu plus tard, l'empereur Domitien décidera qu'au final on n'est pas obligé de faire les spectacles aquatiques dans le Colisée, donc on les déplace et on remplace toute la structure du théâtre qui était jusque-là en bois par de la pierre. Le Colisée, globalement, est une merveille de trucage et d'effets spéciaux potentiels. La scène fait 86 mètres par 56, déjà, voilà, et surplombe un réseau immense de galeries qui sont aujourd'hui visibles puisque la scène en question n'existe plus. On y trouve tout un tas de merveilles, dont par exemple environ 70 ascenseurs à contrepoids qui permettent de faire apparaître de façon inattendue pour le spectateur des gladiateurs ou toutes sortes d'animaux extraordinaires par exemple. On peut aussi s'en servir pour faire apparaître des éléments de décor, et quand je parle d'éléments de décor, je parle pas d'une chaise ou d'une table. Dans une représentation décrite par Apulée, on peut voir une colline chargée de végétation avec une petite source qui coule depuis son sommet et des chèvres en train de brouter près de ladite source disparaître presque instantanément. Mais ce n'est bien entendu pas tout. Quoi d'autre donc ? Le Deus ex machina, bien entendu, est toujours utilisé. Globalement, les Romains disposent d'une mécanique absolument impressionnante en termes de contrepoids, d'engrenage, de roulement, à billes ou à galets, ils maîtrisent. On trouve la trace de pompes qui permettaient la diffusion de nuages colorés ou odorants sur scène et qui prenaient la source de ce qu'ils projetaient dans des réservoirs souterrains. Ils savaient produire des flammes, jusque-là rien de bien surprenant, mais également des détonations et de la fumée. Les scalés orchinées, qui sont des sortes de trappes adjointes aux ascenseurs préalablement mentionnés, permettaient l'apparition de spectres, entre autres choses. On le sait, le théâtre a fait une petite pause pendant quelques siècles avant de revenir en force au Moyen-Âge avec le théâtre religieux. Et oui, c'est bien pratique pour apprendre l'histoire religieuse à des gens qui ne savent pas lire. Et comme on aime bien quand les choses sont parlantes, on va pas faire simple au niveau de l'enfer et du paradis. Le paradis contenait des sphères tournantes illuminées de l'intérieur par des torches soigneusement dissimulées. L'enfer, lui, prenait la forme d'une tête monstrueuse, crachant fumée, flammes et éventuellement cris de damnés. Et ça n'est que l'ébauche de ce que seront après les mystères. Quand ceux-ci commencent à être développés de façon grandiose bien évidemment, on ne lésine pas sur les effets spéciaux. La personne qui en est responsable est appelée le maître des secrets. Certains mécanismes, notamment de treuil et de poulies, sont un peu anciens en termes d'invention à proprement parler, mais ils sont développés et complexifiés à l'extrême. Ces diverses techniques permettent de faire bouger un peu dans tous les sens au-dessus de la scène tout un tas de saints, d'anges, de démons et autres créatures de ce registre. On innove également quand entre en scène la question des bûchers. Pas question que l'image ne soit pas marquante, mais pas question non plus de faire brûler quelqu'un au milieu du spectacle, quand même. Donc, on fait appel à des mannequins.
Ils sont essentiellement bourrés de paille, mais on met à l'intérieur des ossements ainsi que des véritables entrailles afin que l'odeur du bûcher pendant la crémation soit réaliste. Charmant, n'est-ce pas? La période classique donne à voir des pièces qui sont meublées entre les actes par ce qu'on appelle des intermèdes. Ceux-ci sont fort populaires, on peut en voir encore des traces dans certaines éditions de Molière comme le Malade imaginaire, et font croître encore le besoin d'effets spéciaux. On imagine des décors modifiables, des nuages ou encore des monstres mécaniques. En 1545, on voit apparaître un système de lumière colorée grâce à Sebastiano Cerio qui place des bougies derrière des flasques remplies de liquide coloré. Et quand l'opéra s'empare de la chose, on ne s'arrête plus. Des machines prennent place sous la scène pour permettre des changements de décor de plus en plus rapides. Ils sont placés les uns devant les autres et fixés sur des rails qui permettent leur disparition presque instantanée. En 1660, Gaspare Vigarani construit la salle des machines à l'occasion du mariage de Louis XIV. Pourquoi la salle des machines ? Eh bien, parce qu'elle contient notamment une machine longue d'au moins 18 mètres qui permet de faire arriver la famille royale par les airs jusqu'à la scène à la fin du spectacle. Et ça, c'est ce qu'on appelle une entrée théâtrale. On sait bien évidemment toujours faire voler les gens verticalement, mais grâce à d'autres systèmes de poulies, on peut les faire aussi se déplacer horizontalement. Nicolas Sabatini, auteur des premiers traités théoriques à être parus depuis des siècles, évoque au moins 3 façons différentes de faire voir des vagues en mouvement sur scène. Le même monsieur réfléchit également à un système permettant d'éteindre, de moucher en fait, toutes les bougies présentes dans la pièce au même moment sans qu'on ait besoin d'aller les éteindre une par une. Je ne connais pas le nom de cet objet, mais on imagine assez bien son efficacité. Jusque-là, même si de nouvelles innovations ont vu le jour, on reste sur des techniques relativement similaires. Des treuils, des poulies, des guindes, et ça roule comme sur des roulettes. À compter de 1792, on voit apparaître à Londres un panorama, qui est une sorte de grand canevas placé en cercle autour des spectateurs. En faisant tourner cette structure, qui est bien évidemment très soigneusement ornementée, on donne l'illusion, et on invente l'illusion, d'un paysage qui défile et qui est donc en mouvement. Ça nous semble un peu simplé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. La transition de la lumière qui passe de la chandelle au gaz permet également de progresser sur certains points. On a davantage de contrôle du feu et on peut donc par exemple créer l'image d'un feu qui laisse derrière lui un brasier résiduel. Grâce à des systèmes de tuyauterie, on peut faire apparaître sur scène du brouillard qui permet de masquer les changements de décor. Lorsque l'électricité arrive, on voit également apparaître des techniques d'ombrage, la lumière pouvant désormais être utilisée de la même façon qu'elle l'est dans une lanterne magique. Certains parmi vous ne seront peut-être pas d'accord, mais il me semble tout de même important de l'évoquer. L'un des plus traditionnels moyens de mettre en place un effet spécial, au sens d'effet technique ne pouvant être réalisé justement sans technique, c'est évidemment le maquillage, qui est bien souvent agrémenté de costumes. Le maquillage au théâtre n'a rien de ce qu'on pourrait croiser sur n'importe qui dans la rue, et si un acteur peut être beau de loin, il l'est rarement de près. Et oui, pour que ça se voie de loin, il faut que ce soit visible. Un acteur ou une actrice de cabaret, par exemple, peut sembler absolument magnifique lorsqu'il est vu depuis le public, alors que quand il se maquille dans sa loge, il a plutôt l'impression de mettre une couche de plâtre sur son visage. Il faut prendre garde au résultat des couleurs sous les projecteurs, mais à part ça, on peut à peu près tout faire. Et ça permet de créer des personnages qui, grâce à la technique mise en place dans leur mise en image, vont posséder un visage ou un corps particulièrement travaillé ou particulièrement expressif. L'exemple le plus simple et le plus connu pour illustrer mon propos, c'est le nez de Cyrano. Car, sans surprise, généralement, les acteurs qui endossent ce rôle n'ont pas le nez de Cyrano. On leur en fabrique donc un qui prend intégralement part à la construction du personnage et dont les spectateurs ne penseraient même pas à interroger l'origine naturelle. Est-il vraiment besoin de le préciser ? Dès son apparition, le numérique s'est invité sur scène, poussant les scénographes et les metteurs en scène à rêver toujours plus grand.
L'illusion se glisse partout grâce à la projection ou à des écrans proposant des images 3D par exemple. J'ai déjà vu un spectacle qui me donnait l'impression de voir juste une forêt. Pas une forêt dans un plateau, non, une forêt sans fin. De nombreux exemples existent, que je ne pourrais pas tous citer, de plateaux aux dimensions rendues plus ou moins perceptibles grâce à l'usage du numérique. Soit qu'il n'ait plus de fin, comme je le disais à l'instant, soit au contraire, qu'ils prennent le format d'une boîte fermée qui, parfois, voit ses limites s'évaporer, comme c'est le cas dans Cendrillon de Pommera. Dernier exemple d'un autre type, le Starmania de Thomas Joly propose aux spectateurs de suivre les acteurs dans les coulisses, le spectacle sortant complètement de scène pendant quelques minutes, mais c'est pas grave, on voit quand même ce qui se passe. Une nouvelle forme spectaculaire apparue il y a quelques années propose des spectacles de théâtre, où on reste dans de l'art vivant, mais qui sont filmés pendant la représentation, et le spectateur assiste à la fois au spectacle, souvent dans sa boîte fermée, et au-dessus, au film qui est filmé en même temps. Bref, l'image numérique est un nouvel ajout au théâtre qui n'a pas hésité à s'en servir et qui va sans doute continuer à le faire de mille et une autres manières. Je n'ai pas encore vu de spectacle contenant d'hologrammes, mais c'est sans doute déjà en réflexion dans pas mal de cerveaux. Toute la question finale étant comment faire perdurer le théâtre comme art vivant sans que son aspect vivant, justement, ne disparaisse sous tous les effets techniques dont on l'enrobe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle j'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais il y a eu des petits couacs au niveau du cadre ou du son, je tiens à présenter mes excuses, mais il y a eu des travaux toute la journée, on a dû filmer en 2 fois, c'était le dawa. Mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre grec en commentaire parce que il mérite bien un petit peu de reconnaissance à force d'être à l'origine de tout ce qui existe dans le monde du théâtre. Si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, voire même à la partager si vous vous sentez d'humeur un peu fofolle. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.